La régulation économique. C'est le thème 2 de CEGM et on va essayer, ensemble, de décortiquer les chapitres 1, 2 et 3. Bonjour Sam. Oui, l'idée c'est vraiment d'en extraire la substantifique moelle, de proposer une synthèse claire et structurée. Voilà. Particulièrement utile, on l'espère, pour celles et ceux qui étudient ces questions, peut-être à distance. Alors, la question de base, comment notre économie est-elle guidée, encadrée ? Et pourquoi est-ce si important pour comprendre le monde de l'entreprise aujourd'hui ? On va voir ça à travers 3 points, le rôle de l'État, puis le cadre juridique, et enfin comment les entreprises elles-mêmes intègrent tout ça. Parfait comme feuille de route. Alors, on attaque avec le chapitre 1, le rôle de l'État. Pourquoi est-ce qu'il intervient dans l'économie ? La fameuse main invisible d'Adam Smith, ça ne suffit pas. C'est la vision classique, mais la réalité est plus complexe. Le marché seul a ses limites, ses défaillances. C'est là que l'État intervient avec 3 grandes fonctions bien définies par l'économiste Musgrave. Ah oui, les fonctions de Musgrave, on peut les rappeler. Bien sûr. D'abord, la fonction d'allocation. L'État fournit des biens ou services que le privé ne produirait pas ou pas assez. Typiquement la défense, la justice, les biens collectifs. D'accord. Et il corrige aussi des choses, non ? Oui, il corrige les externalités. La pollution d'une usine, par exemple, c'est un coût pour la société qui n'est pas forcément pris en compte par l'entreprise. L'État peut taxer ou réglementer. Inversement, il peut soutenir la recherche qui a des effets positifs pour tous. Logique. Et la deuxième fonction ? La redistribution. Là, l'objectif est de réduire les inégalités de revenus et de patrimoine générées par le marché. Ça passe par l'impôt progressif, les prestations sociales. C'est un choix politique fort. Et la troisième ? La fonction de régulation ou de stabilisation. Il s'agit de piloter l'économie à court terme, de lisser les cycles, lutter contre l'inflation, le chômage et bien sûr fixer le cadre légal général. Donc, plusieurs écoles s'affrontent sur le bon niveau d'intervention, j'imagine ? Exactement. Des classiques qui prônent un état minimal aux keynésiens qui pensent qu'il faut activement soutenir la demande en cas de crise, en passant par les monétaristes focalisés sur la monnaie. Sans oublier l'économie de l'information qui justifie l'intervention par les déséquilibres d'infos. Revenons sur ces défaillances du marché. Vous avez parlé des biens publics et des externalités. Il y en a d'autres ? Oui. Les monopoles sont une autre défaillance majeure. Une entreprise seule sur un marché peut imposer des prix très élevés ou une qualité médiocre. L'État doit réguler ça. Et puis, il y a les asymétries d'information. C'est quand une partie, dans un échange, en sait beaucoup plus que l'autre. Pensez au marché des voitures d'occasion, par exemple. Sans contrôle technique obligatoire, ce serait difficile pour l'acheteur. Très clair. Alors, comment l'État agit-il concrètement pour, disons, stabiliser l'économie ? Pour gérer la croissance, le chômage, l'inflation. Là, on entre dans les politiques économiques. On distingue surtout 2 grands types. D'abord, les politiques conjoncturelles. Elles visent le court terme, l'ajustement. Comme le thermostat, un peu. C'est une bonne image, oui. Elles agissent surtout sur la demande globale. Il y a la politique budgétaire. L'État utilise son budget, ses dépenses et ses impôts pour influencer l'activité. Le fameux « quoi qu'il en coûte » pendant le Covid, c'était ça. Exactement. C'était un exemple massif de politique budgétaire expansionniste. L'idée, c'est l'effet multiplicateur. 1 euro dépensé par l'État peut générer plus d'1 euro d'activité. Enfin, l'ampleur de cet effet est toujours débattue. Et il y a des règles en Europe, non ? Sur le déficit, la dette. Oui, le pacte de stabilité et de croissance encadre ça dans la zone euro. Les fameux critères des 3% de déficit public par rapport au PIB et 60% de dette publique. Bon, leur application est, disons, flexible. D'accord. Et l'autre politique conjoncturelle, c'est la politique monétaire. Elle est menée par la Banque centrale, la BCE pour nous en zone euro. Son objectif principal, c'est la stabilité des prix, une inflation autour de 2%. Et comment fait-elle ? Elle imprime des billets. Non, pas directement comme ça. Son outil principal, ce sont les taux directeurs. C'est le prix auquel les banques commerciales peuvent se refinancer auprès d'elles. En changeant ce taux, la BCE influence tous les taux d'intérêt dans l'économie, donc le coût du crédit pour les entreprises et les ménages. Ah, je vois. Elle a d'autres outils, opérations d'open marché, réserves obligatoires, et face aux crises, elle a utilisé des outils non conventionnels. Le quantitative easing, le QE, c'était ça. Acheter massivement des dettes sur les marchés pour injecter des liquidités et faire baisser les taux longs. Complexe, et au-delà de ces ajustements à court terme, Il y a les politiques structurelles.
Là, on vise le long terme, la capacité de l'économie à croître durablement. On agit sur les fondations. C'est-à-dire? L'éducation, la formation, la recherche et l'innovation, les infrastructures, le fonctionnement du marché du travail, la réglementation des affaires. Tout ce qui peut améliorer la productivité et l'offre. La politique de la concurrence, par exemple, est une politique structurelle. La politique industrielle aussi, pour soutenir certains secteurs ou accompagner des transitions comme la transition écologique. On comprend mieux pourquoi atteindre le carré magique de Kaldor, croissance, plein emploi, stabilité des prix, équilibre extérieur, est si difficile. C'est un vrai numéro d'équilibriste. Tout à fait. Surtout qu'aujourd'hui, on y ajoute d'autres objectifs. La justice sociale, la soutenabilité environnementale. Ça complexifie encore l'équation. Et l'État lui-même, il n'a pas ses propres limites. Si, bien sûr. L'action publique n'est pas parfaite. Il y a des délais de réaction, de l'incertitude sur les effets réels. Les acteurs économiques anticipent et adaptent leur comportement. Il y a aussi les contraintes politiques, le cycle électoral, les lobbies et les contraintes internationales. Comme dans l'Union européenne. Oui, par exemple, le cadre européen impose des règles communes, notamment en matière de concurrence ou de politique monétaire pour la zone euro. La souveraineté économique nationale s'exerce différemment aujourd'hui, plus dans la défense d'intérêts stratégiques au sein d'un ensemble. Passons justement au chapitre 2, le cadre juridique. Comment le droit, concrètement, vient réguler l'activité économique au quotidien? Le droit, c'est vraiment l'outil opérationnel de la régulation. Il fixe les règles du jeu, c'est sa fonction normative, mais il a aussi une fonction corrective, il sanctionne, une fonction préventive, il dissuade, et une fonction d'arbitrage, il résout les conflits. Et il y a une hiérarchie dans ces règles, j'imagine? Absolument. C'est la pyramide de Kelsen. Au sommet, la Constitution. Puis, très important aujourd'hui, le droit européen, qui souvent prime sur le droit national. Ensuite viennent les lois votées par le Parlement, les règlements pris par le gouvernement, décrets, arrêtés, et la jurisprudence, l'interprétation des juges joue aussi un rôle clé. On entend souvent parler des AAI, les autorités administratives indépendantes. Quel est leur rôle? Elles sont cruciales. Ce sont des organismes créés par la loi, mais indépendants du gouvernement, pour réguler des secteurs spécifiques où une expertise technique et une neutralité sont nécessaires. L'autorité de la concurrence est sans doute la plus connue dans notre domaine. D'accord. Mais il y a aussi l'AMF pour les marchés financiers, l'ARCEP pour les télécoms, la CNIL pour les données personnelles. Elles ont souvent un pouvoir de réglementation et de sanction dans leur secteur. Parlons de cette autorité de la concurrence. Que surveille-t-elle principalement? Qu'est-ce qui est interdit? Son but est de protéger le bon fonctionnement de la concurrence, ce qui bénéficie in fine aux consommateurs. Elle combat principalement 3 types de pratiques. Premièrement, les ententes. S'entendre sur les prix, par exemple? Oui, c'est l'exemple type. Mais ça peut être aussi se répartir les clients, les territoires, limiter la production. Tout accord ou pratique concertée entre entreprises concurrentes qui fausse la concurrence est interdit. C'est l'article L 420-1 du Code de commerce et l'article 101 du traité européen TFU. Les sanctions peuvent être très lourdes, jusqu'à 10% du chiffre d'affaires mondial du groupe. Ah oui, quand même. Il existe des possibilités d'exemption. Si l'entente apporte un progrès économique substantiel et que les consommateurs en profitent équitablement. Mais c'est très encadré. Et la deuxième interdiction? C'est l'abus de position dominante. Article L 420-2 et article 102 TFU. Ici, ce n'est pas d'être dominant qui est interdit, c'est d'abuser de cette position. C'est-à-dire? Par exemple, pratiquer des prix tellement bas qu'ils visent juste à éliminer un concurrent plus fragile, prix prédateur, ou refuser de vendre à un client sans raison objective, ou encore imposer des conditions de transaction déloyales. Il faut d'abord prouver la position dominante sur un marché pertinent, puis prouver l'abus. Et la troisième grande mission? C'est le contrôle des concentrations. C'est un contrôle préventif. Quand des entreprises veulent fusionner ou qu'une entreprise en rachète une autre, si elles dépassent certains seuils de chiffre d'affaires, elles doivent notifier l'opération à l'autorité de la concurrence ou à la Commission européenne pour les plus grosses opérations. Et l'autorité peut dire non? Oui, elle analyse si l'opération risque de nuire à la concurrence, par exemple en créant un monopole ou en renforçant une position dominante. Si c'est le cas, elle peut l'interdire ou l'autoriser, mais à condition que les entreprises prennent des engagements, comme vendre une partie de leurs activités. Il y a aussi une spécificité française, les pratiques restrictives de concurrence.
C'est encore autre chose. Oui, c'est l'article L442.1 du Code de commerce. Ça vise plutôt les relations entre partenaires commerciaux, typiquement un fournisseur et son distributeur. Ça interdit par exemple d'obtenir des avantages sans contrepartie, de créer un déséquilibre significatif dans les droits et obligations des parties ou de rompre brutalement une relation commerciale établie. C'est plus centré sur l'équilibre de la relation bilatérale. D'accord. Donc, le droit encadre la concurrence. Mais vous avez dit que l'innovation était clé. Comment le droit protège-t-il l'innovation? C'est le rôle du droit de la propriété industrielle. L'idée est d'inciter à innover, en donnant un monopole temporaire à l'inventeur ou au créateur. L'outil principal, c'est le brevet. Pour protéger une invention technique. Et exactement. Une solution technique nouvelle, inventive, c'est-à-dire pas évidente pour un spécialiste du domaine, et susceptible d'application industrielle. Le brevet donne un monopole d'exploitation pour 20 ans maximum. Et on peut tout breveter? Une idée? Un logiciel? Non, attention, les simples découvertes, les théories scientifiques, les méthodes mathématiques, les créations esthétiques, les plans ou les programmes d'ordinateur, en tant que tels, ne sont pas brevetables. En tant que tel. Ça veut dire que l'algorithme abstrait n'est pas brevetable, mais un logiciel qui met en œuvre une solution technique spécifique, qui produit un effet technique, peut l'être sous certaines conditions. C'est une zone un peu grise. Et bien sûr, les inventions contraires à l'ordre public, comme les procédés de clonage humain, sont exclues. Et déposer un brevet, c'est compliqué? Ça demande une procédure rigoureuse auprès de l'Office de propriété industrielle, l'INPI en France. Il faut décrire précisément l'invention, définir les revendications qui délimitent la protection. L'Office examine si les conditions sont remplies avant de délivrer le brevet. Une fois obtenu, il donne le droit d'interdire aux autres d'exploiter l'invention, mais aussi de le vendre ou de concéder des licences. Et à part les brevets. Il y a les marques, c'est le signe distinctif, un nom, un logo, un slogan, même un son qui permet d'identifier l'origine des produits ou services d'une entreprise. C'est fondamental pour la stratégie, la réputation. La marque doit être distinctive, licite et disponible. On peut la renouveler indéfiniment tous les 10 ans. Et le design? L'apparence d'un produit? C'est protégé par les dessins et modèles, ça couvre l'apparence esthétique pour une durée maximale de 25 ans. C'est intéressant cette tension, le droit de la concurrence qui limite le pouvoir de marché et la propriété industrielle qui en crée temporellement pour récompenser l'innovation. C'est exactement ça. C'est l'équilibre recherché. Pour reprendre Schumpeter et sa destruction créatrice, il faut permettre à l'innovation de bousculer les positions acquises tout en s'assurant que les acteurs dominants ne bloquent pas indûment l'entrée de nouveaux innovateurs. C'est un arbitrage constant. On a vu l'État, le droit. Venons-en au troisième chapitre, l'entreprise elle-même. Comment fait-elle, concrètement, pour analyser et réagir à tout cet environnement? C'est absolument vital pour sa survie et son développement. Elle ne peut pas ignorer ce qui se passe autour. L'outil d'analyse de l'environnement général, le macro-environnement, le plus connu, c'est le PESTEL. PESTEL. Oui, c'est un acronyme pour passer en revue systématiquement les grandes dimensions de l'environnement externe. Politique, stabilité, loi à venir, économique, croissance, inflation, taux d'intérêt, socioculturel, démographie, mode de vie, valeurs, technologique, innovation, R&D, digitalisation, environnemental ou écologique, climat, ressources, transition énergétique, et légal, droit du travail, normes spécifiques. C'est une sorte de checklist pour ne rien oublier. En quelque sorte, oui. Ça permet d'avoir une vision large des facteurs externes qui peuvent influencer l'entreprise, positivement ou négativement. Et une fois qu'on a fait cette analyse PESTEL, qu'est-ce qu'on en fait? Eh bien, elle sert à identifier les opportunités que l'entreprise pourrait saisir et les menaces dont elle doit se méfier. Ces éléments externes sont ensuite croisés avec l'analyse interne de l'entreprise, ses forces et ses faiblesses. C'est la fameuse matrice SWOT ou FFOM en français. Ah oui, force, faiblesse, opportunité, menace. Exactement. Le but est de construire une stratégie qui s'appuie sur les forces pour saisir les opportunités, tout en se protégeant des menaces et en essayant de corriger les faiblesses. L'analyse PESTEL aide aussi à comprendre la structure concurrentielle du secteur, souvent via le modèle des 5 forces de porteurs. Les 5 forces de porteurs, ça évalue l'intensité de la concurrence, c'est ça? Oui, et aussi la menace de nouveaux entrants, le pouvoir de négociation des clients et des fournisseurs, et la menace des produits de substitution. Ça donne une cartographie des rapports de force dans l'industrie. Non. Oui. On parle souvent d'innovation incrémentale. On améliore un produit, un service, un processus existant petit à petit. C'est important, mais parfois pas suffisant. Et l'autre type?
c'est l'innovation radicale ou disruptive. Là, on change carrément les règles du jeu, on introduit une nouvelle technologie, un nouveau modèle économique qui peut rendre obsolètes les acteurs en place. Clayton Christensen a beaucoup travaillé là-dessus. La disruption. Oui. Et il ne faut pas oublier l'innovation organisationnelle. Trouver de nouvelles manières de travailler, de manager, de structurer l'entreprise pour être plus agile, plus efficace. Et comment une entreprise s'organise pour capter les signaux de l'environnement et favoriser cette innovation? Elle met en place une veille stratégique. C'est un processus organisé pour surveiller en permanence l'environnement, concurrentiel, technologique, réglementaire, sociétal. Collecter l'information pertinente, l'analyser et la diffuser aux bonnes personnes dans l'entreprise pour qu'elles éclairent les décisions. C'est un peu les yeux et les oreilles de l'entreprise sur l'extérieur. C'est exactement ça. Cette veille alimente la définition des objectifs. On peut penser au management par objectif de Peter Drucker et la recherche d'un avantage concurrentiel durable. L'avantage concurrentiel, c'est ce qui fait qu'on est meilleur que les autres. Oui, et que c'est difficile à imiter. Selon Michael Porter encore, il y a 3 grandes stratégies génériques pour obtenir cet avantage concurrentiel. Soit être le moins cher, domination par les coûts, soit offrir quelque chose de différent que les clients valorisent, différenciation, soit se concentrer très efficacement sur un segment de marché particulier, focalisation. L'exemple de Danone avec sa signature One Planet, One Health et sa certification B Corp, c'est une illustration de cette intégration des tendances Pestel, notamment environnementales et sociétales, au cœur de la stratégie. Tout à fait. C'est un bon exemple d'entreprise qui essaie d'aligner sa mission, sa stratégie et ses opérations sur une analyse des enjeux de long terme de son environnement, et pas seulement sur les contraintes immédiates. Ça montre que l'analyse de l'environnement peut être une source d'inspiration stratégique. Bien. Si on tente une synthèse de tout ce qu'on a dit sur cette régulation économique, c'est un système assez complexe finalement. Oui, avec plusieurs niveaux qui interagissent. On a l'État qui intervient via ses politiques budgétaires, monétaires, structurelles pour corriger le marché, stabiliser, orienter l'économie vers des objectifs collectifs. C'est ça, avec ses succès et ses limites. Ensuite, on a le droit qui fournit les règles du jeu, précises, pour la concurrence, pour protéger l'innovation avec la propriété industrielle. Un cadre indispensable pour sécuriser les échanges et les investissements. Et enfin, les entreprises qui doivent en permanence décrypter cet environnement PSTL, veille stratégique, pour ajuster leur stratégie et surtout, innover pour rester dans la course. National, européen, mondial, les mécanismes de marché et les stratégies des entreprises. Une régulation efficace, aujourd'hui, c'est celle qui arrive à trouver un équilibre entre l'efficience économique, l'équité sociale et la durabilité environnementale. Un équilibre qui doit sans cesse s'adapter aux nouveaux défis, j'imagine. Exactement. Le numérique, l'intelligence artificielle, la transition écologique, tout ça bouscule les cadres établis et appelle à repenser certaines formes de régulation. Justement, pour conclure, une dernière piste de réflexion à laisser à ceux qui nous écoutent. Peut-être celle-ci. Face à l'accélération de ces changements technologiques et environnementaux, comment la régulation elle-même doit-elle évoluer? Comment peut-on à la fois encourager l'innovation disruptive, qui est souvent nécessaire, tout en assurant la stabilité, la protection des plus fragiles et la résilience de nos systèmes? Est-ce que ces objectifs sont forcément contradictoires? Bonne question. Et quelle nouvelle forme de dialogue, de partenariat entre le public et le privé faudrait-il inventer pour y répondre? C'est sans doute un des grands chantiers intellectuels et politiques des années à venir. Une réflexion passionnante. Merci beaucoup pour cet éclairage très complet sur la régulation économique. Merci à vous.